Ho, 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 ho. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Comment allez-vous cette semaine, cet épisode 98? Je suis votre hôte, je suis toujours votre hôte, Jean-François Sénéchal, prof chargé d'enseignement à l'Université Laval. Épisode 98 et 99, pour vous, ma gang de chanceux, on se fait un enregistrement d'un coup, là, mais moi, je vais diviser ça en deux parties. Pour nous, c'est notre party de Noël d'IA Café. Encore une fois, là, je vais diviser ce beau party en deux beaux épisodes, histoire là, de bien profiter d'une belle liste de cadeaux de Noël, parce que c'est ça qu'on a prévu aujourd'hui pour notre party de Noël. On se fait des cadeaux, on vous fait des cadeaux, on vous partage nos suggestions de cadeaux. Des cadeaux, évidemment, dans lesquels se cache le thème de l'intelligence artificielle, là, vous avez compris. Mais c'est ça qui est prévu pour vous. Hein? Noël s'approche, on se fait des cadeaux. C'est pas comme si on avait inventé le concept, là. Parlant de beaux cadeaux, écoutez, on va bientôt célébrer notre 100e épisode sans les petits amis. C'est avec beaucoup de fierté que je vous dis ça, là. C'est beaucoup de temps dans un horaire, sachez-le, 100 épisodes de podcast, planification, financement, recherche, écriture, enregistrement, annulation, replanification, édition, publication, les médias sociaux, nommez-les, là, c'est une très belle aventure, là, mais c'est assez exigeant par moment, mais ça vaut la peine. Hein, toutes sortes de belles rencontres, de belles discussions, réflexions avec des amis, hein, souvent autour du micro, et ça n'a pas de prix. Des invités extraordinaires, des collaborateurs, collaboratrices extraordinaires, hein, toujours autour de ce micro. Et parlant de belles rencontres et de discussions, j'ai une belle surprise pour vous. Nous aurons un très bel invité pour vous lors de notre 100e épisode et j'annoncerai cet invité en fin d'épisode 99. Donc, pour cet épisode 98, là, à la toute fin, je vais vous donner peut-être un indice, tiens. Mais patience, ça s'en vient. Puis à 99, je vous annoncerai l'invité. Puis à 100, ben, vous verrez c'est qui l'invité. Et d'ici là, on a l'épisode 98 qui sera le début, première partie de notre spécial de Noël. Vous le savez, c'est notre rituel. On se fait toujours des cadeaux avant de partir en congé. Puis on vous fait des beaux cadeaux, c'est pas beau, tout ça. Et ils sont nombreux autour de moi, autour de cette belle table bien garnie du temps des fêtes. D'abord, en France, Shirley Plumerin est là. Comment ça va, Shirley? Salut, ça va très bien et toi? Très bien. Qu'est-ce qu'il y a sur la table pendant le temps des fêtes chez toi, à Paris? Ouh, c'est ma période préférée. Alors moi, il y a du chocolat chaud, il y a beaucoup de thé, il y a tout plein de chocolat, tout partout, tout le temps. Tout le temps. Je mange du chocolat H24. Voilà. Et je ne cours pas du tout assez en ce moment pour compenser. Donc, parce qu'il fait froid. Donc, je rebois du chocolat chaud. Il n'y a rien qui va. Mais c'est ma période préférée. Du chocolat, vous le saurez. C'est ça aussi, le temps des fêtes. Puis pour souper, c'est ça qu'on mange, là. C'est ça? C'est ça. Non, Tu te nourris non. de tout ça, là. On essaie de compenser avec quelques légumes quand même, mais voilà. OK, chocolat et légumes, ça me semble être un drôle de... Stéphane, Stéphane Minéo est là aussi. Comment ça va, Stéphane? Ouais. Bonjour Jean-François, ça va bien. Toi, sur la table, est-ce qu'il y a d'autres choses que du chocolat et des légumes? Il y a pas mal de légumes, ouais. Comme je suis végétarien, donc je vais je plutôt savais vers les même pas. légumes. Bon, des légumes, puis du chocolat. Écoutez, vous célébrerez ensemble. Ça me semble pas refléter la table du temps des fêtes. Ici au Québec, j'ai Frédéric Plamondon qui est là. Comment ça va, Fred? Salut, ça va bien? Écoutez, peut-être pour faire contraste avec nos cousins français, c'est quoi qu'il y a sur ta table pendant le temps des fêtes? Qu'est-ce que tu manges pour souper? Pour le moment, c'est flou. Il y a de l'indécision qui tourne autour de ça. Il faut que je gère beaucoup d'ambiguïté parce que d'ici Noël, sur ma table, j'ai beaucoup de copies à corriger. Aïe.
Pour le moment, c'est ça mon menu, puis on verra dans le temps comme dans le temps. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, moi, j'allais vous dire du ragoût, de la tourtière et tout ça, là, mais c'est un peu triste d'ajouter tout ça après votre menu. Des copies, du chocolat et des légumes. Bon temps des fêtes, tout le monde. OK, c'est Noël. J'ai demandé à mes baristillas de nous faire des cadeaux. Je leur ai dit que ça pouvait être une interprétation très souple de cadeaux, là, mais c'est ça l'idée. Des livres, BD, des jeux, des séries TV, des films, qui fait un lien avec l'intelligence artificielle, des applications peut-être à essayer. Donc des cadeaux en lien avec l'intelligence artificielle. Mais évidemment, là, vous les connaissez, ça se peut que ça prenne encore une fois une interprétation très souple et étendue du terme cadeau. Genre, là, donner un congé de 6 mois à Elon Musk, ça pourrait être ça aussi. Il me semble qu'il a perdu un peu de son riz, le pauvre, là, au cours des 5 dernières années. Voilà. Alors, on se fait des cadeaux. On arrête de parler d'Elon Musk pendant 1 heure. Ça serait déjà un premier cadeau. Puis, c'est ça le concept. Commençons peut-être avec Shirley. Shirley, quel cadeau il y a sous l'arbre pour nous cette année? Alors, je crois que je suis allée un petit peu dans la même veine que l'année dernière, parce que il me semble que j'avais parlé d'une exposition en période de Noël qui était en lien avec de l'intelligence artificielle. Mais j'étais un peu frustrée parce que je trouvais que j'étais pas certaine que l'intelligence artificielle soit réellement une part vraiment importante dans l'expo. Et donc là, cette fois-ci, je reviens avec 2 expos qui sont en ce moment sur Paris. Alors, venez à Paris. Déjà, tous les ça serait un beau auditeurs, cadeau, auditrices, ça. voilà, Tu payes de les Québec. billets, donc c'est ça que tu nous dis. Alors, j'en reparle avec ma banquière et puis je te recontacte. Mais en tout cas, pour l'expo, Qu'est-ce qu'il y a à visiter à Paris, là? On va il y a où, là? 2 expos. La première, elle est au Centre Pompidou, avant sa fermeture, pour 5 ans d'ailleurs. Donc venez au Centre Pompidou, absolument. C'est une expo qui sera disponible jusqu'au 6 janvier 2025 et son nom c'est Apophénie, interruption, artiste et intelligence artificielle au travail. Et sachant que intelligence artificielle est au pluriel. Apophénie, là, j'essaie de prendre des notes. Apophénie? Apophénie, ouais. Ok. Si tu veux, on revient sur ce terme un petit peu après. D'accord. Apophénie, interruption, artiste au pluriel et intelligence artificielle au travail. Je te Excellent. l'accorde, le nom de l'expo est complètement pété. Ben, Mais- j'imagine qu'il y a une signification savante à tout ça, là. Oui, évidemment. C'est une expo qui vient vraiment interroger en fait les relations des artistes avec l'intelligence artificielle au pluriel. Il y a une approche vraiment collaborative avec donc différents outils, puisqu'ils peuvent prendre plusieurs formes. Il y a Midjourney, il y a des agents conversationnels, il y a toutes sortes d'outils. C'est pour ça qu'ils l'ont mis au pluriel. Et aussi, également, avec une approche critique, puisque les artistes, ils vont vraiment venir chercher, en tout cas à travers cette expo, il y a 6 artistes. Et d'ailleurs, des artistes pas seulement français, il y a des Américains, des Japonais, je sais plus la liste exacte, mais en tout cas, il y a des artistes qui viennent de différentes parties du monde. Je trouvais ça intéressant d'ailleurs, pour explorer justement les différentes cultures et les différentes manières d'aborder l'intelligence artificielle. Donc une approche également critique, puisque ces artistes, ils viennent explorer les limites de ces outils-là. Et je vais citer un exemple. Une artiste américaine, donc c'est j'espère que je ne vais pas écorcher son nom. Oriera, ben voilà. Ben voilà, c'est fait. Oriera Harvey, qui a travaillé avec la première version de Midjourney avant les restrictions pour certains termes sensibles. Mhm. Donc c'est là que c'est intéressant. Elle est venue Donc elle a injecté des termes sensibles, puis elle a créé à partir de ça. sur un thème en particulier, elle est venue travailler ce thème-là. Donc, elle a voulu approfondir la notion d'esclavage avec cet outil génératif. Donc, c'était intéressant, vu qu'il n'y avait pas encore les restrictions. Et son objectif, c'était de travailler sur une... Alors, c'est ce qu'elle explique. Elle voulait travailler sur une pratique inhumaine avec quelque chose d'inhumain.
donc l'outil en question, l'intelligence artificielle. Ben oui. Et elle a créé donc un Beau concept. Ouais, beau concept, pas mal. Elle a exploré en fait toute cette notion à travers Midjourney. Elle a créé un prototype virtuel avant de se lancer dans une sculpture de bateau d'esclaves. Et elle a mis à disposition également un QR code pour pouvoir observer cette culture en réalité virtuelle avec une taille un petit peu XXL sur un mur. Et donc je trouvais ça assez intéressant. Il y avait beaucoup, déjà ne serait-ce que explorer les limites de l'intelligence artificielle. Il y a d'autres artistes qui ont, par exemple, il y a un Français qui a mis 3 agents conversationnels et les a fait parler ensemble. Donc assez rigolo. Et ce ne sont que des machines qui parlent entre elles pour voir jusqu'où ça va. Donc après chacun. Ça doit être triste à entendre. Et à voir justement. Mais intéressant. À voir, ouais. Intéressant. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant. Là pour le coup, je trouve qu'il y a vraiment la notion de, je sais pas ce que vous en pensez vous me direz, mais je trouve qu'il y a une réelle idée de collaboration cette fois-ci avec l'intelligence artificielle. Je trouve ça intéressant également que les artistes viennent s'approprier ces outils-là quand on a tous ces discours, ces fameux discours comme quoi les artistes vont perdre du terrain, voire il y aura plus de création. Oui, violation de droits d'auteur, c'est ça le discours en ce moment. Mais on avait eu une belle entrevue avec ici avec Valentine Godard qui parlait justement de ça, la collaboration, comment l'intégrer. C'était, ça fait partie aussi de la dynamique. Là. Je pense que les artistes, comme les chercheurs, là, peuvent pas se contenter de juste dire c'est ça là, on va se faire dépasser, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut collaborer, puis essayer d'utiliser le maximum de tout ça dans le respect des principes et valeurs qu'on s'est donnés aussi. Absolument. Et d'autant que je pense sincèrement qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont très enthousiastes à l'idée d'utiliser ces outils. Donc là, voilà, c'est à la fois une manière de mettre en avant des outils d'intelligence artificielle, de collaborer avec, mais aussi de les critiquer, de voir leurs limites, de voir justement leurs vulnérabilités, leurs failles. Donc, et puis justement de creuser là-dedans. Donc c'était, je trouve, très intéressant. Et la deuxième expo, elle s'appelle, le titre beaucoup plus facile, Pixel. Voilà, Pixel, facile. Bon, voilà. Au Grand Palais Immersif qui est disponible jusqu'au 6 avril 2025. Donc là, vous avez un peu plus de temps. Privilégiez le centre Pompidou, voilà, dans un premier temps. Et ensuite, aller du côté de Bastille, si je dis pas de bêtises, le Grand Palais Immersif. Et donc là, c'est une exposition immersive où l'idée, c'est que réel et virtuel fusionnent ensemble pour repousser, je cite, les frontières de l'art et de l'intelligence artificielle. Donc l'idée, c'est vraiment d'interagir avec les installations qui sont à la fois génératives et interactives. Et l'expo mêle donc des vidéos, des sculptures imprimées en 3D, des œuvres lumineuses. Il y a aussi de la musique pour redéfinir un petit peu l'interaction entre l'œuvre et le public lui-même. Et voilà, c'est ça la promesse de toutes ces installations-là. Et c'est assez grand d'ailleurs comme expo. Je crois qu'il y a 1200 mètres carrés d'expo, pour cette expo. Et donc elle est dédiée à Miguel Chevalier, qui est pionnier dans l'art numérique, si vous le connaissez. Et les thèmes des installations, il y a la surveillance, l'identité numérique, la relation entre l'homme et la machine ou les technos comme l'intelligence artificielle. Donc des thèmes qu'on connaît bien, qu'on connaît en tout cas. Et pas la première fois qu'on mentionne ces thèmes ici en tout cas. Voilà, et là qui est exploré à travers l'art. Donc c'était assez cool, je trouvais. Donc voilà, l'idée c'était de se promener pour les fêtes et profiter un petit peu de la culture parisienne. Oh oui, puis on mange du chocolat, puis après ça on va se promener. Puis... Absolument. On va au théâtre. Rappelle peut-être les 2 titres. Bien sûr. Donc la première exposition au Centre Pompidou jusqu'au 6 janvier 2025. Donc vraiment, allez-y là d'ici la fin de l'année. Son nom, c'est Apophénie, interruption, artiste et intelligence artificielle au travail. Et la deuxième, Pixel, au Grand Palais Immersif jusqu'au 6 avril 2025. Excellent. Merci Charlie. On fera ça. On fera ça. Vous penserez à nous quand vous Viens Jean-François, on t'accueille. Ouais. J'arrive. Je prends un petit bateau.
puis je traverse la grande flaque. Là. Ce n'est qu'une question de temps. Allons vers Stéphane Minéo. Stéphane, qu'est-ce que tu as mis sur le sapin sous le sapin pour nous? En tout cas, j'apprécie déjà la proposition de Shirley. Là, les deux expositions qu'elle propose m'ont intrigué là, donc il va falloir que j'aille voir ça. Parfait. Si tu veux, Stéphane, on s'organise. Revenant en janvier, tu nous fais un beau un bilan. Là. Est-ce que tu as aimé ou pas? Ça pourrait être le cas. Ouais. Très bien. Et puis en plus, vu le temps que je passe sur mes journées pour essayer de faire une image qui correspondrait à ce que je souhaite, je serais curieux de savoir comment elle s'y est pris. Combien de milliers d'images elle a dû produire pour en avoir une qui lui plaît. Ça m'intéresse. Ça serait intéressant, tu vois, technique avec des artistes. Moi, j'ai un garçon qui fait du cinéma, puis il y avait une bourse pour justement intégrer de l'intelligence artificielle à un court-métrage, puis tout ça. Puis il y avait ce vrai genre de discussion-là, comment on fait pour générer exactement ce qu'on souhaite. Là. C'est beau, là, on peut générer n'importe quoi, mais là, ce qu'ils veulent pas, c'est pas générer n'importe quoi, c'est générer exactement ce qu'ils ont en tête. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est plus dur, ouais. Je pense parce que générer n'importe quoi, j'y arrive plutôt bien. On est plusieurs. Si je regarde les images qui circulent, là, je pense qu'il y en a plusieurs qui sont bons à générer n'importe quoi. Mais cela dit, alors, et après je te répondrai, mais cela dit, je l'ai même vu sur des publicités en grand format dans le métro, où il y avait des images qui étaient générées par l'intelligence artificielle, et comment je l'ai détecté, c'est juste que les personnes, elles avaient 6 doigts ou les mains collées ou des choses comme ça, et j'ai trouvé ça assez choquant parce que c'était c'était une grande marque de jouets, je ne vais pas la citer, mais j'ai trouvé que ils auraient pu payer quelqu'un pour ne serait-ce que retoucher les petites mains, faire quelque chose de plus propre, quoi. Ouais, bonne idée. Au moins, il y aurait déjà pas des retouches. Là. Si c'est une publicité de Lego, déjà qu'il y a des mains, c'est louche, là. Ah, t'es tombé dessus. Voilà. Il y avait les doigts collés, je sais pas ce qui se passe avec ces Legos-là. Là. Donc voilà. Donc bon, ça m'a un peu surpris. Parce qu'ils auraient vraiment pu, je pense, payer quelqu'un pour retoucher la photo. Ben oui. Alors, sinon, moi, de mon côté, le cadeau que j'ai prévu, c'est de vous offrir un cadeau, en fait, d'offrir un cadeau à l'équipe et à Café. On en avait un petit peu parlé jusqu'à présent, et notamment, c'est un peu pour répondre à un besoin de Jean-François, je pense, qui a entamé un bilan. Et je me suis dit, comment je pourrais essayer de lui faciliter la recherche des épisodes ou des informations sur les bilans, parce que je sais pas si ça te prend beaucoup de temps, Jean-François, mais j'imagine que c'est incroyable. Écoutez l'épisode que j'ai... vous avez peut-être écouté l'épisode bilan là, que j'ai fait. Là. C'est tellement... C'est incroyable. Faut retrouver... Là, faut que je réépluche mes vieux épisodes, que je retrouve des extraits qui parlent des thèmes que j'ai ciblés, puis là, je me promène, mais c'est compliqué. Pas juste le montage, le retracer, tout ça. Fait que si tu me dis que tu as une façon simple pour moi de retrouver des extraits précis, avec des thèmes précis, sinon des mots précis, puis un minutage, là, je traverse l'Atlantique, puis je vais aller faire un gros câlin. Alors, je suis preneur du câlin, mais alors du coup, j'espère que ça va être à la hauteur de tes attentes. Donc, ce que j'ai essayé de faire, donc, c'est la retranscription de tous les épisodes d'IA Café en texte. Et pour ça, j'ai testé 2 applications. La première que j'ai testée, c'est une application qui est proposée par Google sur Android, qui s'appelle Transcript, je crois. Je peux vérifier quand même. Et celle-ci, elle est pas mal, mais ça m'obligeait à réécouter tous les épisodes en même temps. Et du coup, il fallait que ça soit dans le silence, parce que il fallait que je mette le son sur le téléphone, et l'application en live, enfin en direct, elle retranscrivait ce que le téléphone entendait. Donc c'était un petit peu contraignant. C'était pas mal, mais elle ne reconnaissait pas les intervenants. Donc on avait le texte, mais on n'avait pas les personnes qui participaient. On n'avait pas le minutage.
Moi, j'avais déjà essayé carrément avec Word. Ah Dans un fichier Word, je prenais un fichier audio, puis je le mettais dans Word, puis il me faisait une transcription avec, il n'y avait pas les noms, là, mais il me disait intervenant 1, intervenant 2, puis après ça, on pouvait ajouter le nom de l'intervenant. Mais alors, du coup, il y avait copilote ou Ah, peut-être qu'il était Comment déjà intégré Ah oui. à Word. Ouais, parce que pour avoir testé avec Word, c'était quand? L'année dernière? Il y a 2 ans maintenant. Bof, hein. Ce genre de choses. Ben, c'est sûr qu'il y avait plein d'erreurs, là, Stéphane. J'ai regardé les transcriptions que tu m'as transmis, puis évidemment, on est bien loin là, de... Je sais pas à quel point tu as repassé après, là, mais pour séparer les petits doigts, là. Mais il y avait pas beaucoup moins d'erreurs que dans ma solution Word. Là. Bah, effectivement, donc moi j'ai rejeté la solution proposée par Google là, de transcription puisque voilà, elle répondait pas bien à mes éléments. Et l'autre application que j'ai essayé, c'est Fireflies. Et celle-ci fonctionne extraordinairement bien. On peut l'utiliser soit en lui donnant un fichier MP3 avec un enregistrement, ou soit on peut enregistrer une réunion Teams ou sur n'importe quel outil de réunion en ligne. Et par contre, ça se fait pas en direct. C'est-à-dire que autant la première, on avait une retranscription directe, et je l'utilise souvent d'ailleurs dans des démos sur l'intelligence artificielle pour montrer un petit peu comment ça se passe au niveau de la retranscription. Mais celle-ci, par contre, identifie les personnes. Ouais. Alors, pas les prénoms, elle connaît pas les prénoms, mais en tout cas, elle va mettre personne 1, personne 2, etc. Puis après ça, tu lui dis les prénoms en question. Et ça, voilà, on lui a juste à préciser, voilà, la personne 1, c'est un tel, et elle va l'appliquer sur toute la discussion. Il y a le minutage qui est assez précis. Il y a la synchronisation avec la bande son qui est possible. Et elle le fait même pour les vidéos. Donc s'il y a une vidéo, elle pourrait synchroniser le minutage avec les vidéos. Wow. Et elle envoie le compte-rendu de la réunion aux différents interlocuteurs. Donc là, bon, dans notre cas, ça ne concernait pas, mais en cas de réunion, elle envoie le compte-rendu. Donc elle fait un résumé basé sur... elle utilise ChatGPT derrière, je pense. Et le résumé est plutôt bien. En fait, avec une transcription à verbatim, puis après ça, un résumé de la réunion en question. C'est ça. Elle identifie des actions qui sont à prendre, par les intervenants. C'est-à-dire que c'est dans la réunion. Alors je sais plus. D'ailleurs, c'était assez marrant parce que sur un des épisodes, avec des pistes d'action. Tu dis on se reverra dans 100 ans pour vérifier si comment a évolué l'intelligence artificielle. Et mes pistes d'action à long terme, c'est vérifié dans 100 ans. Et ça, c'était l'action qui était notée pour cette réunion. Donc c'était plutôt rigolo. Bien, je l'ai pas pris en note, heureusement. Donc voilà, ça a très bien marché. Prochaine étape pour moi, donc là c'est la mettre dans une base de données pour que on puisse s'en servir, en tout cas de notre côté là pour faire un peu des recherches et voir pourquoi pas faire des statistiques ou utiliser de l'intelligence artificielle avec des nuages de mots ou des choses comme ça qui permettraient de retrouver plus facilement certaines corrélation entre des épisodes ou entre des intervenants. Mais c'est vraiment, je veux dire, pendant mon doc, je faisais de la recherche sur des documents, des entrevues, vous savez, faire des transcriptions à l'époque, là, on engageait carrément des personnes pour faire des transcriptions. Là, ça se fait aussi aisément. C'est un très beau cadeau, Stéphane. Comment? C'est un très beau cadeau. Il n'y a pas de chou sur le dessus, là, mais c'est un très beau cadeau. Fred, tu voulais ajouter? Ouais, en fait, comment ils gèrent les interjections, les E, les A, ce genre de choses-là, toutes les espèces en enlèves-tu un peu? Tous les vestiges qui traînent dans les verbatims, là. Ouais, ça ressort pas tant que ça. Moi, je fais pas mal de E comme ça, parce que quand j'ai réécouté les épisodes, je me suis dit, oh mince. J'en enlève quelques-uns, Stéphane, en plus. Mais par contre, non, il les retire.
Il arrive à détecter aussi les hésitations. Il peut, par exemple, dans le résumé, dire, bah voilà, cette personne a un petit peu hésité. Donc c'est assez, c'est assez quand même bien fait. Et puis voilà. Donc c'est vraiment un génial. très très bel outil qui fera gagner plein de temps à plein de gens, je pense. À moi, entre autres. Ah, Ça s'appelait... donc, ça idée. s'appelle Firefly. Fireflies, ouais. Fireflies, il y en a plusieurs. Et ben, ça vous aide à faire de la transcription à partir d'un fichier audio. Il y a une transcription, il y a un résumé, il y a un débriefing. Bel outil à utiliser. Effectivement, il est au pluriel parce que Firefly, c'est c'est une autre application d'intelligence artificielle qui n'a rien à voir. C'est Adobe qui fait ça et c'est plutôt de la retouche d'image, enfin plutôt de la génération d'images, pardon. Bon, Donc, n'oubliez voilà. pas de mettre vos S aux bons endroits. Fireflies, bel outil de transcription. Bien hâte de voir la phase 2 de ce beau cadeau, Stéphane. Et ben ça devrait arriver dans pas longtemps, je pense. Génial, génial. Allons vers Fred. Fred, as-tu un aussi beau cadeau? Oui, en fait, mon cadeau est moins utile, un peu, ou moins culturellement chargé, un peu comme celui que Shirley mentionnait tantôt, qui a l'air vraiment super intéressant. Puis je retiens Fireflies pour mes propres recherches. J'ai 250 pages de verbatim à gérer dans le moment. Puis, fait que voilà, ça va peut-être T'auras être besoin utile. de ça, oui. Non, moi, c'est plus humble. En fait, j'ai choisi de vous faire un conte de Noël. Oui. Wow. Ouais, que j'avais deux choix pour l'intituler, soit du beef pour les broligarques ou Miracle à Mar-a-Lago. Finalement, j'ai choisi Miracle à Les Mar-a-Lago. broligarques, ok, les bros, l'oligarchie des bros, Ouais, c'est ça? du beef pour les broligarques, donc une oligarchie de brothers, tu sais, donc de tech bros, ou Miracle à Mar-a-Lago. Puis finalement, je me suis arrêté sur Miracle à Mar-a-Lago parce que je pense que c'est la finale. Puis en gros, c'est l'histoire d'un éternel adolescent qui a été rejeté par les cool kids, mais qui finit par devenir un héros connu de tous. Donc, Je savais qu'on allait finir par en reparler. c'est sûr que oui, mais c'est pas tout. Comme c'est un peu abstrait dans un podcast, j'ai aussi préparé à votre intention une ligne du temps de toute cette histoire-là, commentée, documentée, qu'on trouve sur Miro. Puis je vous envoie déjà le lien que tu pourras partager. Vous pouvez suivre avec moi si vous voulez. Oh, wow. Voyons donc. Oh, ouais, c'est ça. Puis ça commence en 2015. À ce moment-là, en 2015, le cool kid de la Silicon Valley, qui s'appelle Sam, évidemment, Altman, si vous n'avez pas deviné c'était qui. Ok, je pense Ouais, que c'était l'autre. Heureusement, ok. Le cool kid envoie un courriel au super cool kid, là, vraiment au tech bro par excellence, Elon Musk lui-même. Ah, ok, bon. On Fait y que revient. Sam envoie un courriel à Elon Musk dans lequel il dit « Hey, Elon, j'ai l'idée de faire une intelligence artificielle générale, puis il faut le faire tout de suite parce que c'est sûr que ça va advenir à un moment donné ou à un autre, puis il faut absolument battre Google là-dessus parce qu'on veut pas que Google devienne le monopole de l'IA. » En gros, Sam, il dit à Elon, il dit, écoute, moi, je te propose de faire ça entre nous autres, une petite équipe de héros qui vont partir à l'aventure ensemble, puis qui vont être structurés autour de l'idée de faire le bien dans le monde. Puis évidemment, ça va être moi le directeur du board, mais tu vas aussi participer à cette gouvernance-là. Mais en plus d'être dans la structure de gouvernance de cette nouvelle chose-là en 2015, j'aimerais ça que tu sois aussi notre sugar daddy, puis que tu nous donnes des sous. Ce à quoi le valeureux Elon répond du haut de sa tour, « Agree on all ». Fait que je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Puis de là, évidemment, OpenAI, la compagnie, va être fondée, mais le cool kid, Sam Altman, n'en avait pas fini, puis l'autre super cool kid, Elon Musk non plus. En 2017, après plusieurs tractations, un départ difficile, mais quand même avec quelques succès, mais plutôt mitigés, les compagnons des compagnons de l'OpenAI, finalement, Greg Brockman puis Elias Sutskever écrivent un courriel un peu peiné à Elon Musk puis à Sam Altman dans lequel ils disent, écoute, Elon, la façon dont OpenAI est fait maintenant, ça implique que tu as le contrôle sur toutes les activités, y compris sur l'OGI. Ça veut dire que si jamais on l'avait, ça deviendrait un monopole que tu contrôlerais. On veut pas d'un monopole de Google, fait qu'on veut pas plus d'un monopole de toi non plus. Ce qui fait qu'il faudrait, faire ça clair là, pour que ce soit correct pour tout le monde. Puis Sam, t'es vraiment un cool kid inspirant, mais on comprend pas pourquoi tu veux toujours être le CEO.
Comment ça que tu veux toujours être le chef? C'est donc ben tannant. On dirait que tu as un agenda politique au lieu d'avoir un agenda scientifique. Tout ce que je vous dis là, c'est documenté. Hein? Je suis pas en train de je l'invente pas du tout. Là. C'est ça. Elon Musk, le cool kid qui commence à sentir qu'il est moins cool kid que l'autre cool kid, qui est Sam Altman, pogne les nerfs puis dit hey, là, ça va faire les enfantillages. Choisissez si vous restez avec moi ou si vous êtes contre moi. Ce à quoi, Sam Altman, très cool kid, fait hey! Moi, j'aime vraiment ça, les structures à but non lucratif. Fait que Sam Altman et Elon Musk partent ensemble découvrir les miracles de l'intelligence artificielle. Avec en des 2017, petites voix en plus, Fred. Wow. Comment? Ben oui, je vais faire. C'est pas la vraie voix de Sam Altman. En tout c'est pour ça que je rigole. Hein. Mais c'est ça. Mais suivez-moi parce qu'en 2017, il se passe quelque chose de vraiment important du côté de chez Google qui va vraiment foutre le bordel dans l'industrie de l'intelligence artificielle. Puis c'est évidemment un article qui s'intitule « Attention is all you need », qui allait consacrer puis parler des modèles transformeurs qui, sans rentrer dans le détail technique, implique que plus vous avez de données à fournir au modèle, plus vous avez de puissance de calcul, plus le modèle peut s'améliorer. Mm-hmm. Puis là, Google, puis Google Brain, à ce moment-là, se mettent à faire des avancées assez impressionnantes, ce qui inquiète beaucoup Elon Musk, qui écrit un courriel au cool kid Sam Altman, puis qui lui dit « Écoute, Google Brain est en train de nous dépasser, mais vraiment. Fait que dans notre aventure, on est laissé un peu derrière. Fait que pour régler ça, je pense que vous avez besoin d'un CEO qui est fort, qui est visionnaire, puis qui a les moyens, c'est-à-dire moi. » Moi, le CEO. Évidemment, à l'insu de Elon Musk, Sam Altman avait déjà modifié un petit peu la raison d'être de OpenAI, puis il avait fait inscrire sur les papiers officiels d'OpenAI, qui était en plus d'être le directeur du board, donc du CODIR, il était aussi président de la compagnie. Ce qui venait un peu, si on veut, bloquer les efforts de Elon Musk pour prendre la place. Puis, Craig Brockman, un ami à Sam Altman, était absolument contre l'idée que Musk arrive, ce qui fait qu'il a pris la position, puis ça a provoqué la colère de Elon Musk qui a décidé de partir. Encore une fois, ça vient des courriels internes que Elon Musk, Sam Altman... Oui, j'ai vu ça circuler, les courriels. S'envoyaient un et l'autre. Puis à peu près au même moment où Musk décide de s'en aller, il y a Kevin Scott. Connaissez-vous Kevin Scott? Non. Un sombre inconnu de Microsoft, mais en fait qui est le Chief Technology Officer de Microsoft que personne ne connaît à part nous autres finalement maintenant, mais qui écrit à nul autre que Bill Gates et Satya Nadella, qui sont quand même pas des deux de pique, qui sont les anciens cool kids de la Silicon Valley, en fait, qu'on pourrait appeler au lieu des cool kids les Golden Geeks. Mettons, on va dire ça comme ça. Golden Geeks. Puis Kevin Scott écrit à Bill Gates puis à Satya Nadella pour lui dire « Hey, là, les cool kids de la Silicon Valley s'en viennent fort, puis Microsoft n'a pas les moyens de compétitionner avec eux autres sur les infrastructures, sur les compétences, sur le logiciel, puis sur la capacité à appréhender, à s'approprier des marchés en croissance. Fait qu'il faut qu'on fasse quelque chose. » C'est à quoi Satya Nadella dit en gros, comme Elon Musk, « agree on all ». Fait que là, il demande à son équipe d'infrastructure de se mettre à investir puis de travailler. Pas longtemps après, évidemment, on apprend que, évidemment, Sam Altman, on va essayer de le mettre dehors, ça marche pas, il revient. Pourquoi? Parce qu'il est backé, il y a le support, évidemment, des Golden Geeks comme Bill Gates puis Satya Nadella qui vont donner beaucoup d'argent au OpenAI pour qu'ils se mettent à travailler. Puis pendant ce temps-là, Elon Musk se met à braconner des employés d'OpenAI pour les faire travailler chez Tesla et XAI, ou en tout cas, ce qui allait devenir XAI. Fait qu'on sent déjà qu'il y a un beef entre les oligarques qui commence à être là. Elon Musk se sent tassé par Sam Altman puis par OpenAI, alors que c'était lui l'investisseur, c'était lui l'innovateur, c'est lui qui est supposé sauver le monde puis nous amener vers des contrées lointaines dans l'espace. Mais là, soudainement, t'as un petit maudit blanc-bec, la Silicon Valley, qui arrive là en faisant « je t'ai manipulé et maintenant, c'est moi qui est avec les Golden Geeks, c'est moi qui va être le futur de l'humanité. » Bon, évidemment, en 2020, OpenAI, ça brasse pas mal. Elon Musk a de la misère avec Tesla. Il fait face à des conflits de travail en Europe du Nord. Comme dans n'importe quelle histoire, là, il y a toujours une chute. C'est terrible, il y a toujours une chute à ce moment-là. Ils vont se relever habituellement dans le récit. C'est ça. Puis en plus, à ce moment-là, on entend dire qu'il prend beaucoup de drogue, qu'il a des comportements déplaisants quand il rencontre des femmes dans des discothèques ou ce genre de choses-là. Il est seul. Puis évidemment que c'est un manager toxique, tu sais. C'est un peu un trou de cul, en fait, pour le dire comme ça. Fait que c'est vraiment la déchéance. Toi qui le dis. Puis à peu près au même moment, il y a Dario Amodei qui travaillait chez OpenAI, qui claque la porte puis qui s'en va fonder Anthropic, qui va donner Claude. Mais ça, c'est une histoire que je garde pour l'année prochaine. En 2022,
Elon Musk a racheté Twitter ou s'apprête à le faire, puis là, il réalise que OpenAI se sert des données de Twitter pour grandir. Affront, parce que il y a un beef entre Elon Musk et Sam Altman, puis soudainement, Sam Altman profite encore une fois du Sugar Daddy en prenant ses données. Vraiment désagréable. Ce qui fait que Elon Musk décide de fermer Twitter à la recherche, puis les données de Twitter, au lieu d'être ouvertes, comme c'était le cas avant, soudainement deviennent inaccessibles, sauf son oui, c'est vrai. En 2023, encore une fois, Elon Musk reconnaît que Sam Altman est au top. Ça le fait pleurer un petit peu, il est pas content, puis il décide de se battre avec ça, puis il publie plusieurs tweets, ou X, en tout cas, je sais pas comment les appeler, dans lesquels il va un peu faire la victime, puis il va réaliser que l'outil le plus puissant a été créé, puis que avec son argent, puis que maintenant, ça appartient à un monopole corporatif qui est absolument sans âme ni conscience, qui est Microsoft avec OpenAI. En 2024, Elon Musk décide de vraiment se battre puis de reprendre le haut du pavé et jette un pavé dans la mare en publiant ou en co-signant une lettre qui annonce un moratoire sur le développement de l'intelligence artificielle. Ben oui, c'est ça, exactement. Pas longtemps après, Sam Altman dit hey, t'es riche, Elon Musk, mais t'es vraiment un loser parce que, check ça, OpenAI m'appartient maintenant, puis j'ai même un capital dedans, ce qui fait que je vais m'enrichir plus vite que toi. Fait que la course aux milliardaires est lancée. Tiens-toi bien. Plus loin, en 2024, Elon Musk dit ça se passera pas comme ça, je vais vous poursuivre pour bris de confiance. Puis dans une plainte de 46 pages à peu près, dans lequel les avocats d'Elon Musk disent de Musk que Musk est un visionnaire qui s'inquiète des risques existentiels de l'IA, qu'il n'est pas tout seul, qu'il y a d'autres milliardaires qui partagent ses craintes aussi, que certains même ont fait valoir que l'avenir n'avait pas besoin des êtres humains en référence à l'avènement d'une intelligence artificielle forte, dangereuse. Général, oui. Puis que OpenAI, qui avait été fondé pour le bien de l'humanité, a trahi ses principes, puis que c'est donc bien épouvantable, puis que Musk s'inquiète, le bon Musk, le valeureux Musk, s'inquiète des agents malveillants qui pourraient prendre le contrôle de l'IA, comme Google DeepMind et Microsoft avec Satya Nadella, évidemment. Ben oui. Fait qu'ils vont poursuivre OpenAI et Microsoft pour ces raisons-là. Puis en même temps, comme Elon Musk a été abandonné par ses pairs, rejeté, c'est pas le philosophe, c'est pas un grand intellectuel comme Dario Amodei, c'est pas non plus un professionnel comme par exemple Satya Nadella ou Larry Page. C'est pas non plus un leader d'opinion comme Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg dans le domaine du management. Puis il est surtout, il est vraiment moins beau que Sam Altman. Fait qu'il va se ranger du côté des lettres, puis il va aller avec Donald Trump, où il va faire campagne pour finalement gagner, et puis en même temps en profiter pour aller chercher un financement à hauteur de plusieurs milliards de dollars pour avoir le plus grand supercalculateur du monde pour battre de vitesse OpenAI et Microsoft, qui va développer le robot conversationnel le plus chiant au monde, Grok. J'adore ton compte. Fait que voilà le compte. Fait que fait que Elon Musk, finalement, de l'inventeur génial du Stark des temps modernes, a finalement fini par se ranger avec les broligarques et les autoritaristes de ce monde. Là, évidemment, la question qu'il faut se poser, c'est compte tenu de toutes ces tractations-là, puis ce beef-là entre ces deux personnes-là, qui ont modifié considérablement comment les développements de l'IA puis de l'intelligence artificielle puis de ces technologies-là se sont, transformés ou structurés. On a un beef structurant ici, là, on a vraiment une chicane qui structure comment l'IA est réfléchie à travers ses infrastructures, sa réglementation, à travers la gestion, à travers tout ça. Deux milliardaires qui s'ostinent, c'est ça que ça donne. Puis là, maintenant, ce qu'on peut regarder, c'est comment les choix de Trump, pour ceux qui vont être nominés pour son cabinet, vont intervenir puis donner de l'avantage à Elon Musk parce que c'est clairement ça qu'il veut, en fait. C'est vaincre OpenAI, c'est donner une claque au jeune loup de Sam Altman qui est vraiment beau plus que lui. C'est vraiment sortir son épingle du jeu et redevenir le héros intelligent, innovateur qui va sauver l'espèce humaine qui a toujours rêvé d'être. Wow. Je vais obliger absolument tous mes proches à écouter ton compte parce que je l'ai trouvé génial. Super clair en fait. Non mais pour vrai, super clair finalement, super qui résume super bien. On voit, non, trop bien. Ouais, puis ça donne un récit aussi. C'est-à-dire, là on voit une opposition maintenant. Là. On voit deux. On cherchait
Deux égaux une histoire là, blessés. pour se rappeler de ce qui se passe. On a deux boxeurs là, qui se tapent. Il y a L'avenir de deux l'intelligence ennemis, puis il y en a un artificielle. qui doit vaincre, puis il y en a un qui va survivre, l'autre sera éliminé. Ouais, c'est beau, comme Highlander version AI. J'ai la ref. Ou J'ai Brokeback la ref, Mountain version donnée. Je sais pas. Voyez ça comme Ouais. vous voulez. Mais c'est vraiment l'histoire d'une Un seul bromance doit qui a, survivre. c'est une bromance qui a viré mal, qui est devenue toxique C'est beau. entre deux géants technologiques. Waouh. C'est beau, Non, un beau alors, récit c'est pas beau. Non, de oui. Noël. Doux, L'histoire n'est pas belle, mais le récit est beau. ouais, doux amer, comme on aime nos contes de Noël, un peu tristes. Puis, Ben, c'est ça. Mais ça, qui c'est nous rend l'épisode 3. nostalgique là. d'une époque où ça existait moins. C'est ça. L'épisode 3. Après ça, l'année prochaine, je ferai l'épisode 4, 5, puis je reviendrai après l'épisode Ben oui, 1, ben oui, quelques oui. années. Bon, on Trop va bien. attendre ça impatiemment, Fred. Voilà. Merci pour ce beau récit de Noël. Écoutez, de bien beaux cadeaux, bien belles suggestions de cadeaux. Avant de conclure cet épisode 98, comme promis, je vous ai promis un indice concernant notre invité surprise pour souligner notre 100e épisode d'IA Café. Mon indice, écoutez, notre invité pour souligner notre 100e épisode, l'indice, c'est que notre invité a déjà gagné un prix Alan Turing, donc un prix en informatique. Faites vos recherches. Je suis certain qu'ils sont nombreux là, à avoir gagné le prix Alan Turing, Ouais. qui parle en français puis qui parle d'intelligence artificielle. Mais bon, je dois me concentrer déjà sur me contenter plutôt de cet indice. Désolé de ne pouvoir là, vous en dire plus. Là. Puis l'épisode 100 est déjà enregistré. Bien hâte de vous partager ça. L'épisode sera diffusé le 26 décembre, exactement pour votre cadeau de Noël. Sinon, ce sera tout pour ce 98e épisode. On vous revient pour vous dans quelques jours et pour nous dans quelques minutes pour deuxième partie de cet enregistrement. On vous revoit très bientôt pour le reste de nos cadeaux de Noël en intelligence artificielle. Merci à mes collaborateurs, collaboratrices. Cet épisode 98, Shirley Plumerand, merci. Merci à toi. Stéphane Minéo, merci. Merci. Et Frédéric Plamondon, merci. Ça fait très plaisir. Merci. Salutations à Sylvain qui a dû s'absenter pour notre party de Noël. Et gros bisous aussi à Véro qui ne pouvait, elle aussi, pouvait pas être là pour notre party de Noël cette année. Votre hôte, Jean-François Sénéchal. On se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.